Le dimanche matin, un silence différent régnait dans l'appartement de Raphaël. Non pas le silence de quelqu'un qui se repose, mais celui de quelqu'un qui existe sans témoin. Il se levait tôt, avant même que le soleil ne soit levé, et restait quelques minutes debout au bord du lit, le regard perdu par la fenêtre, comme s'il attendait que quelqu'un dehors remarque sa présence. Personne ne le remarquait. Le monde extérieur poursuivait son cours indifférent, et Raphaël se levait, préparait du café, s'installait à la table de la salle à manger, bien trop grande pour une seule personne, et buvait en silence. Il avait 38 ans et plus d'argent qu'il ne pouvait en dépenser. L'entreprise de logistique, héritée de son père, qu'il avait triplé de volume, occupait une grande partie de son temps et la quasi-totalité de son image publique. Dans les milieux qu'il fréquentait, Raphaël Monteiro était synonyme de réussite discrète, l'homme qui n'avait pas besoin de parler, car les autres parlaient pour lui. Au restaurant, la meilleure table. En réunion, le dernier mot. En soirée, le centre de l'attention sans effort. Mais il y avait une chose que l'argent n'avait pas résolue, et il l'avait apprise de la manière la plus lente et la plus douloureuse qui soit. Il ne pouvait plus distinguer ceux qui étaient vraiment proches de lui par choix de ceux qu'il était par simple opportunisme. Cette incertitude s'était installée en lui comme une fine fissure dans un mur, d'abord invisible, jusqu'au jour où l'on réalise que toute la structure est compromise. La dernière en date était Isadora. Belle, sophistiquée, avec le sourire parfait en toutes circonstances. 9 mois de relation, des voyages, des dîners, une bague qu'elle avait choisie ensemble sans qu'il n'ait encore rien demandé. Il l'avait découvert presque par hasard, grâce à une conversation qu'elle avait eue avec une amie et que son téléphone avait involontairement enregistrée, alors qu'ils étaient à la même table. Elle parlait de lui comme on parle d'un investissement. Elle évaluait les rendements. Elle calculait les perspectives. Raphaël était resté immobile trop longtemps, son téléphone à la main, et quelque chose en lui s'était refermé comme une fenêtre sur la pluie. Après Isadora, il y en eut d'autres, moins durables, mais suivant le même schéma qu'il avait appris à reconnaître. L'intérêt qui surgissait trop vite, l'attention qui s'intensifiait lorsqu'il évoquait une réussite, les questions voilées sur ses projets, ses possessions, son avenir. Il ne leur en voulait pas vraiment. Mais il avait cessé de se permettre d'y croire. Aussi, lorsque ses amis l'ont convaincu d'aller à ce vernissage à Jardin un jeudi d'octobre, Raphaël s'y est rendu avec l'intention bien précise d'y passer 2 heures, d'arriver au bon endroit et de repartir. La galerie était petite, avec cette odeur de neuf et de vin bon marché servis dans de jolis verres. Il y avait un nombre raisonnable de personnes, le genre de clientèle qui sait s'habiller mais qui ne comprend pas toujours ce qu'elle regarde au mur. Il se tenait près de l'une des installations, un ensemble de photographies en noir et blanc montrant des mains dans différentes positions, lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Elle était agenouillée par terre, ce qui était déjà assez étrange pour attirer l'attention, mais ce qui la faisait vraiment paraître déplacée, c'était le carnet ouvert qu'elle tenait à la main et le stylo qu'elle manipulait avec une concentration absolue, comme si le reste de la pièce n'existait pas. Elle portait un chemisier simple, un pantalon noir, ses cheveux étaient attachés à la hâte, et elle portait un sac à dos qui semblait trop vieux pour l'endroit. Rien chez elle n'était calculé. Aucune posture n'était destinée à être vue. Elle n'était pas là pour se faire remarquer. Raphaël la regarda suffisamment longtemps pour comprendre qu'elle dessinait. Non pas l'installation murale, mais les personnes présentes dans la pièce. Des traits rapides et observateurs, le genre d'esquisse qui en dit plus sur l'artiste que sur la personne dessinée. Il s'approcha sans trop savoir pourquoi, plus par curiosité que par intention. Lorsqu'il fut assez près pour voir le carnet, elle leva les yeux, l'évalua d'un regard rapide, ni impoli ni bienveillant, puis reprit son dessin. Elle ne dit rien, elle ne sourit pas, elle ne changea pas de posture. Raphaël resta immobile un instant qui lui parut une éternité. Il avait l'habitude d'être reconnu dans ce genre d'endroit. Non pas de façon ostentatoire, mais avec la discrétion de quelqu'un qu'on lui avait présenté, qui avait vu une photo ou qui connaissait simplement la valeur d'un nom de famille. Elle n'en laissait rien paraître. Elle continuait de dessiner comme s'il n'était qu'une silhouette parmi d'autres, traversant son champ de vision. Il quitta la galerie ce soir-là sans connaître son nom. La semaine suivante, cette image lui hanta l'esprit, sans qu'il puisse l'expliquer rationnellement. Ce n'était pas sa beauté, bien qu'elle fût belle d'une manière qui ne réclamait pas d'attention immédiate, c'était l'absence de tout ce à quoi il s'attendait. Aucun regard insistant, aucun calcul dans ses yeux, juste cette concentration absolue sur son travail. Il interrogea l'ami qui avait organisé le vernissage au sujet de la femme au carnet. Son ami la connaissait vaguement. Luisa Ferreira, illustratrice indépendante, avait participé à la création de l'identité visuelle de la galerie. Elle n'appartenait pas au milieu culturel de la ville.
C'était simplement une dessinatrice talentueuse, engagée à un tarif raisonnable. Raphaël garda ce nom en tête pendant quelques jours, avant d'en faire quoi que ce soit. Il avait appris à agir avec prudence. Il avait appris que l'intérêt immédiat était dangereux. Le prétexte est apparu naturellement lorsque son assistante a mentionné que le bureau devait mettre à jour les visuels d'un rapport annuel destiné aux investisseurs. C'était une tâche simple, ne nécessitant pas d'illustratrice de renom, mais Raphaël lui a demandé de rechercher le nom de Luisa Ferreira et de lui transmettre ses coordonnées. La réponse de Luisa arriva 2 jours plus tard, directe et sans fioriture. Oui, elle effectuait ce type de travail. Elle précisait le cahier des charges, les délais et le budget. Aucune admiration pour l'entreprise, aucun commentaire à son sujet. Une professionnelle répondant à une offre d'emploi. Ils se rencontrèrent dans son bureau, situé à un étage partagé d'un immeuble du Bom Retiro où flottait une odeur de café et d'encre. La pièce était petite et encombrée de papiers, d'échantillons, de livres empilés sans ordre apparent, et d'un vieil ordinateur qu'elle protégeait avec la même ferveur qu'on protège un animal de compagnie. Elle le reçut avec la même efficacité que le message. Elle lui demanda ce dont il avait besoin, prit des notes, s'enquit du public cible, du ton recherché, et de ce qu'il ne voulait absolument pas voir. À aucun moment, elle ne parut impressionnée par la taille de l'entreprise. À aucun moment, elle n'orienta la conversation vers lui. À aucun moment, elle n'afficha ce sourire calculé que Raphaël avait appris à déchiffrer, ce sourire qu'un professionnel reconnaît aux failles d'une structure. Il quitta la réunion avec un calendrier de livraison et l'étrange impression d'avoir été traité comme un client ordinaire. C'était un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis si longtemps qu'il lui fallut un certain temps pour le nommer, le soulagement de ne pas avoir été évalué. Les semaines suivantes furent ponctuées d'échanges de courriels concernant le projet. Luisa travaillait vite et bien. Ses illustrations révélaient une remarquable finesse d'observation, une capacité à saisir l'essence d'informations complexes dans une image d'apparence simple. Elle était exigeante envers elle-même, une exigence que Raphaël reconnaissait car il l'était tout autant. Lorsqu'il lui demanda une modification, elle la modifia sans s'énerver, sans pour autant renoncer à ce qu'elle jugeait juste. Elle défendait ses choix avec des arguments, sans jamais se laisser gagner par l'insécurité. Lors d'un de ces échanges, elle a contesté une de ses suggestions par une phrase directe qui l'a marquée. « Je comprends ce que vous voulez communiquer, mais votre façon de poser la question donne l'impression que vous essayez de cacher quelque chose. Je peux présenter la même information d'une autre manière, plus transparente visuellement. Plus honnête visuellement. » Il fixa la phrase un moment. Raphaël commençait à trouver des prétextes pour venir la voir en personne, au lieu de tout régler par courriel. C'étaient des excuses valables, des approbations qui nécessitaient une visite sur place, des ajustements de couleurs plus faciles à discuter avec des échantillons physiques. Luisa acceptait ces visites avec la même efficacité qu'elle mettait dans tout ce qu'elle entreprenait. Utile, sans mystère. Lors d'une de ces visites, alors qu'elle expliquait un choix typographique, il remarqua qu'elle avait oublié son déjeuner sur la table. Un plat de riz et de haricots qui s'y trouvait depuis midi. Il était presque 4 heures de l'après-midi. Elle avait travaillé sans interruption. « Vous n'avez pas déjeuné ?» a-t-il dit, ce qui n'était pas une question. Elle regarda le bocal avec une expression mêlant surprise et légère gêne, comme si elle avait été prise au dépourvu et ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le remarque. « Je perds la notion du temps quand je travaille sur un projet », dit-elle, avant de reprendre sa conversation sur la typographie. Il n'en dit pas plus ce jour-là. Mais la semaine suivante, lorsqu'il se rendit au bureau pour la relecture finale avant la date limite, il apporta 2 sandwichs d'une boulangerie voisine et en déposa un sur son bureau sans cérémonie, comme si c'était une évidence. « Mange pendant qu'on travaille » dit-il en ouvrant le sien. Luisa fixa le sandwich un instant, puis lui, avec une expression que Raphaël ne parvint pas à déchiffrer. Ce n'était pas une gratitude de façade. Ce n'était pas le sourire qu'on arbore quand on veut paraître touché. C'était quelque chose de plus discret et de plus authentique, comme la reconnaissance d'un geste inattendu, dont elle ne savait pas vraiment comment l'interpréter. « Merci », dit-elle simplement, et elle mangea. C'était la première fois que Raphaël ressentait quelque chose qui n'était pas lié au projet. Le rapport a été remis dans les délais, et sa qualité a même surpris le client. Raphaël a envoyé un court courriel pour le féliciter. Luisa lui a répondu en le remerciant de cette opportunité. C'était la conclusion naturelle d'une collaboration professionnelle. Raphaël fixa son courriel plus longtemps que nécessaire. Il passa quelques jours à ne rien faire. Avec la froideur qu'il avait développée comme mécanisme de défense, il analysa la situation. Elle n'avait jamais manifesté d'intérêt personnel. Elle n'avait jamais flirté, jamais profité des visites pour créer plus d'intimité que nécessaire. Elle était restée parfaitement professionnelle.
Cela pouvait simplement signifier qu'elle était ainsi, ou bien qu'elle n'était pas intéressée. Les deux étaient possibles. Ce dont il était certain, c'était qu'elle n'avait rien de calculateur. Et c'était, paradoxalement, la chose la plus terrifiante qu'il ait vécue depuis longtemps, car cela signifiait que s'il s'approchait davantage et qu'elle le repoussait, ce serait un véritable rejet. Non pas de la part de Rafael Montero, l'homme d'affaires à l'appartement spacieux et à la tête d'une entreprise de logistique. Juste de la part de Rafael, l'homme qui avait apporté un sandwich et qui était absorbé par ses emails. Il a écrit un message qui n'avait rien à voir avec le travail. Il l'a gardé en brouillon sur son téléphone pendant 2 jours avant de l'envoyer. C'était un message court. Il lui proposait d'aller prendre un café, sans projet précis, juste pour discuter. La réponse tarda plus que d'habitude. Lorsqu'elle arriva, elle fut tout aussi directe. Même si c'était samedi matin, elle connaissait un bon endroit près du studio. Le café était petit et agréablement bruyant, avec des tables serrées et des serveurs affairés qui ne laissaient rien tomber. Louisa arriva à l'heure, son carnet habituel dans son sac à dos, occupant l'espace comme toujours, sans avoir besoin de beaucoup de place. Ils ont parlé pendant près de 3 heures. Raphaël ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait discuté 3 heures d'affilée avec quelqu'un sans se demander combien de temps il restait. Elle parlait de son travail avec une passion dénuée de toute mise en scène, un enthousiasme qui ne cherche pas à impressionner, qui est tout simplement là. Elle évoquait les projets qu'elle avait refusés parce qu'elle n'y croyait pas, ceux qu'elle avait acceptés pour un salaire moindre parce que l'idée était bonne. Il y avait chez elle une intégrité presque dérangeante, car elle révélait, par contraste, tout ce que Raphaël avait accepté sans hésiter au fil des ans. Elle l'interrogea sur l'entreprise avec l'intérêt sincère de quelqu'un qui cherche à comprendre son fonctionnement et non à mesurer l'enjeu. Lorsqu'il commença à parler de ce qu'il avait bâti sur son ton habituel, elle l'interrompit par une question qui le prit au dépourvu. « Mais aimez-vous ce que vous faites ?» Il resta silencieux un instant. La question était trop simple pour être difficile, et trop difficile pour avoir une réponse simple. « Parfois », finit-il par dire, avec une honnêteté qu'il n'avait pas prévue. Elle acquiesça d'un signe de tête, comme si cela suffisait amplement, et ne posa aucune autre question. Elle passa à autre chose, parlant d'un livre qu'elle lisait, d'une exposition qu'elle voulait voir, et Raphaël la suivit avec une légèreté qu'il avait oublié pouvoir éprouver. Au moment de leur départ, elle dit que l'entretien avait été agréable, et que, s'il avait besoin de plus de travail, elle restait à sa disposition. Un sourire, léger, transparaissait dans cette phrase. Peut-être une douce ironie, ou simplement sa façon d'être. Raphaël partit sans le savoir. Ils se rencontrèrent 3 fois de plus le mois suivant, toujours à son initiative, toujours selon le même schéma. Elle arrivait, était pleinement présente, puis repartait sans laisser de traces. Ce fut une expérience totalement déstabilisante pour un homme habitué à être courtisé. La 4e fois, dans un parc, un dimanche après-midi, alors qu'elle se promenait tranquillement, Louisa s'arrêta devant un vieux banc sous un arbre, et s'assit, comme si c'était l'endroit idéal. Raphaël s'assit à côté d'elle. Au loin, des enfants, un chien qui courait après une balle, le genre de paysage qui compose la toile de fond de la vie quotidienne. Louisa resta silencieuse un moment, le regard perdu dans le vide, puis dit, sans le regarder, « Tu essaies de deviner ce que je veux de toi. » Raphaël ne répondit pas immédiatement. C'était une affirmation, pas une question, et elle était suffisamment certaine que toute négation sonnerait faux. « Oui, » dit-il. Elle finit par tourner la tête et le regarda avec cette lucidité directe qu'elle avait remarquée dans la galerie des mois auparavant. « Je sais que vous avez de l'argent, je n'ai pas besoin du vôtre. J'ai un travail, je paie mes factures, je dors bien la nuit. Je ne cherche rien que vous puissiez m'acheter. » Elle le dit sans dureté, comme pour établir un repère, non pour attaquer. Si vous essayez de comprendre en quoi je suis différente des autres, je ne sais pas quoi vous répondre. Je peux seulement vous dire qui je suis. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Raphaël la fixa longuement. Cette franchise simultanée avait quelque chose de libérateur et d'effrayant. Pas de jeu, pas de séduction, juste une personne qui affirmait clairement sa position. « Je ne sais pas vraiment ce que je fais », a-t-il dit avec la même franchise. « Cela fait longtemps que je n'ai pas fait quelque chose comme ça, sans savoir exactement ce que je fais. » Le sourire qu'elle afficha était différent de ceux qu'elle avait arborés auparavant, plus ouvert, comme si cette confession avait trouvé un écho réel. « Je comprends cela », dit-elle. Ils restèrent assis sur le banc un moment, parlant de choses futiles et d'autres plus importantes, et Raphaël réalisa qu'il ne comptait pas les minutes. Il était simplement là, présent d'une manière qu'il avait oublié possible. Ce qui suivit fut lent et authentique. Pas de déclaration lors d'un dîner fastueux. Pas de scène digne d'un film. Un après-midi, alors qu'elle travaillait dans son atelier, il arriva avec un café.
Et sans quitter son travail des yeux, elle lui dit qu'il y avait un banc en bois dans un coin, plus confortable qu'il n'y paraissait. Il s'assit et lut pendant qu'elle dessinait, et aucun des deux n'éprouva le besoin d'en dire plus. Un soir, au beau milieu d'une conversation, elle se tut soudainement, et il attendit, sans rompre le silence par des mots superflus. Elle confia qu'elle craignait parfois que le travail indépendant ne suffise pas indéfiniment, qu'il y avait des mois meilleurs et des mois très difficiles, et qu'elle n'avait d'autre filet de sécurité que sa propre discipline. Il y avait là une vulnérabilité authentique, sans aucune exigence cachée, et Raphaël comprit qu'elle se confiait, sans chercher à négocier. Il dit comprendre ce que c'était que de porter le poids d'une structure qui repose entièrement sur soi. Dès lors, son regard sur lui changea. Un matin, il se réveilla dans son petit appartement, imprégné d'une odeur de café dont les murs étaient couverts de ses œuvres. Il resta un moment immobile, contemplant l'ensemble, avant de se lever. Toute une vie se déroulait entre ces murs. Une vie bâtie de ses propres mains, sans héritage, sans filet de sécurité, uniquement grâce à son talent et à sa ténacité. Raphaël ressentit alors quelque chose qu'il mit du temps à identifier, de l'admiration. Non pas l'admiration qu'éprouve une personne qui réussit tout en gravissant les échelons, mais l'admiration discrète de quelqu'un qui reconnaît une forme de courage qu'il n'a jamais eu à déployer. Louisa apparut sur le seuil avec 2 tasses de café et le vit contempler les dessins. Elle resta un instant immobile, l'observant. Elle ne dit rien. Elle entra, posa une tasse à côté de lui sur la table, puis s'assit sur le canapé avec la sienne, ouvrant son carnet de croquis d'un geste machinal, comme quelqu'un qui a besoin de se mettre au travail. Raphaël prit la tasse, but une gorgée et dit « Tu es très doué dans ce que tu fais. » Elle leva les yeux, et il y avait quelque chose de différent dans son regard à ce moment-là. Non pas la surprise de recevoir un compliment, mais la reconnaissance que la phrase n'était pas prononcée avec condescendance, qu'elle était sincère. « Je sais, » dit-elle simplement, et elle sourit. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était le fruit d'années de travail discret, loin des projecteurs, loin du succès que Raphaël a connu, a développé de véritables compétences dans une petite pièce avec un vieil ordinateur. C'était le sourire de quelqu'un qui avait atteint son but par ses propres moyens et qui en était conscient. Raphaël repensa à toutes ces fois où l'on avait loué son travail sans que ses compliments ne semblent jamais le toucher profondément. Il songea à la façon dont il avait appris à accepter la reconnaissance avec une grâce automatique, déconnectée de toute émotion intérieure. Il repensa à la façon dont, à cet instant précis, son simple « je sais » avait résonné en lui plus intensément que n'importe quel discours de remise de prix. Au cours des mois suivants, Raphaël découvrit des choses sur lui-même qu'il n'avait pas apprises en 38 ans. Il apprit qu'il avait développé une carapace, née d'une protection, devenue un second squelette, une sorte de masque qu'il portait sous tout et qui l'empêchait de ressentir les choses à leur juste valeur. Il apprit qu'il avait confondu prudence et froideur, et que ces deux notions, bien que semblables en apparence, étaient en réalité très différentes. Il apprit que Louisa n'était pas insensible. Elle avait des peurs, des mauvais jours, des insécurités qu'elle ne dramatisait pas, mais qu'elle ne dissimulait pas non plus complètement. Un dimanche, après une journée de pluie où ils étaient restés tous les deux dans son appartement sans programme précis, elle lui avait parlé de sa mère vieillissante, vivant dans une ville lointaine, et de la culpabilité qu'elle éprouvait à l'idée d'être loin d'elle. Des larmes coulèrent qu'elle ne cherchait ni à cacher, ni à expliquer. Raphaël était resté à ses côtés en silence, sans proposer de solution, sans engager la conversation sur ce qu'il était possible de faire, simplement présent. C'était ce dont elle avait besoin, et il apprenait à distinguer les véritables besoins des autres de ce qu'il cherchait instinctivement à leur offrir. Un soir, un client habituel, attablé au restaurant, avait fait une remarque sur Louisa qui se voulait un compliment, mais qui était teintée de surprise, de cette sorte d'étonnement masqué par l'admiration qui signifie « Je ne pensais pas qu'une femme comme elle puisse convenir à quelqu'un comme vous ». Raphaël avait répondu par une phrase brève et avait changé de sujet, mais plus tard, en voiture, il avait ressassé cette conversation dans sa tête plus longtemps qu'il ne le méritait. Il avait réalisé, avec un certain malaise, que peut-être lui aussi, à d'autres moments, avait regardé Louisa avec la même incompréhension que cet homme. Cette prise de conscience avait quelque chose de profondément stimulant. La première fois qu'il l'emmena à un événement de son milieu, un dîner d'affaires dans un lieu huppé où le prix élevé était justifié par la discrétion, il observa attentivement son comportement. Elle n'avait pas changé. Elle ne se dérobait pas aux plus fortunés, ni ne se pavanait devant les moins aisés. Elle conversait avec le même intérêt sincère qu'à l'accoutumée, posait les questions qui lui venaient à l'esprit, souriait quand il y avait matière à sourire. Lorsqu'un invité l'interrogea sur son travail, sur le ton de la politesse, sans attendre de réponse intéressante,
Elle répondit avec une telle clarté et un tel enthousiasme que l'homme l'écouta si longtemps qu'il en fut légèrement surpris. Sur le chemin du retour, Raphaël a dit qu'il avait été ravi de sa présence. Elle a dit qu'elle avait apprécié sa visite et a demandé si elle pouvait retourner au studio, car elle avait une échéance à respecter tôt le lendemain matin. Il la laissa devant la porte du studio et resta un instant à contempler le bâtiment après qu'elle soit entrée. Il s'en dégageait une paix indéfinissable. Ce n'était pas la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. C'était plutôt le sentiment d'avoir enfin trouvé, après une longue recherche au mauvais endroit, ce qui avait toujours été à sa place. Il ne le lui a jamais dit exactement de cette façon. Il le lui a dit autrement, par le café qu'il lui apportait, par le silence qu'il savait instaurer, par les questions qu'il posait sur son travail avec l'intérêt sincère de quelqu'un qui cherchait à comprendre. Elle a reçu tout cela sans que cela ne devienne une dette, ou ne le minimise comme si elle ne le méritait pas. Un équilibre s'était instauré entre eux, un équilibre qui n'avait jamais été négocié, car il n'en avait jamais eu besoin. Un après-midi, plusieurs mois plus tard, Louisa était assise sur le banc de son appartement, le regard perdu par la grande fenêtre donnant sur la ville. Raphaël, dans la cuisine, préparait le dîner, et tous deux restèrent longtemps silencieux. Un long silence s'installa entre eux. Elle tenait un crayon à la main et dessinait dans son carnet sans le regarder, absorbée qu'elle était par l'espace qui l'entourait. Il coupait des légumes tranquillement. À un moment donné, sans lever les yeux de son carnet, elle a dit « Es-tu heureuse ?» Il réfléchit un instant à la question, tout en continuant de couper. Il pensa au calme de l'appartement les dimanches matins, il pensa à Isadora et aux autres, et au poids de ne jamais vraiment savoir. Il repensa à tous ces matins où il se réveillait avant l'aube, en espérant que quelqu'un dehors le remarque. « Oui, dit-il. » Et c'était vrai, d'une manière qui ne nécessitait aucune explication supplémentaire. Elle ne répondit pas. Elle continua de dessiner. Mais il y avait un léger sourire au coin de ses lèvres, qu'il aperçut lorsqu'il alla chercher de l'eau pour eux deux, et ce petit sourire discret, sans public, sans aucune intention d'être vu, était plus réel que tout ce que l'argent avait pu acheter, et que tout ce que la peur avait pu éloigner. Raphaël posa le verre d'eau à côté d'elle, retourna à la cuisine et continua de cuisiner. Dehors, la ville poursuivait son cours à son rythme indifférent. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était différente du silence des dimanches précédents. On sentait la présence de quelqu'un qui avait choisi d'être là sans en calculer les conséquences, et Raphaël Monteiro, qui avait appris à tout douter, avait enfin appris à reconnaître la vérité.